Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'opportunité chez Nomadic et Tezos de vous présenter notre technologie. Ce que je vous propose, c'est une présentation assez rapide d'une petite trentaine de minutes. Une présentation générale de Tezos, mais pas que sur la partie technologique, aussi sur l'écosystème, comment on travaille en France. Le titre de mon intervention, je crois, c'est Tezos, une blockchain mondiale aux racines françaises. Donc, l'idée, c'est de vous présenter la techno rapidement, ses grands principes. On peut rentrer dans les détails si vous voulez. Comment on travaille dans l'écosystème français. Et ensuite, terminer avec un ensemble de use cases, de projets sur lesquels nous travaillons en France et qui utilisent la blockchain Tezos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, donc Tezos, c'est une blockchain publique, comme Bitcoin, qui a trois caractéristiques importantes, principales. La première étant que son algorithme de consensus est basé sur un algorithme de type proof of stake, à preuve d'enjeu, qui a été décrit précédemment. Et la deuxième caractéristique, qui est à mon sens la plus belle, c'est la gouvernance on-chain. Donc Tezos, en fait, c'est un protocole blockchain, donc un ensemble de règles informatiques. Et ce qui est très beau dans Tezos, c'est qu'il y a des règles dans le protocole, dans cet ensemble de règles, pour modifier les règles. En fait, Tezos a une caractéristique auto-modificatrice qu'on a couplée avec un mécanisme de vote qui se passe sur la chaîne. Il faut que vous imaginiez en fait Tezos comme un avion qui est en plein vol, et pendant que cet avion vole, vous pouvez rajouter des pièces pour améliorer l'avion. Donc en fait, en faisant ça, ce qu'on a voulu faire, c'est de répondre à la problématique des hard forks et d'éliminer la dépendance au hard fork pour avoir une évolution technologique et de l'innovation sur le protocole. Donc c'est vraiment une des plus belles caractéristiques de Tezos. J'aime bien dire que Tezos, c'est une blockchain qui a été effectivement, et c'est une blockchain mondiale. Il y a une grosse participation de la communauté française. Il y a beaucoup de recherche et développement qui sont faits en France. Mais c'est pas qu'une belle blockchain développée par des chercheurs pour des chercheurs. Et on le verra à la fin de cette présentation. C'est une blockchain qui est utilisée par notamment plusieurs banques en France. Et il y a eu quelques annonces publiques qui pourront illustrer ce fait. Donc, ce mécanisme de gouvernance on-chain, on va y revenir, c'est la 4e fois qu'on l'utilise. Donc, c'est pas quelque chose de beau et de théorique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en phase industrielle et c'est la 4e fois qu'on a modifié le protocole Tezos sans hard fork. Le dernier point, c'est la preuve formelle. Sur Tezos, c'est une plateforme de smart contracts comme Ethereum. Vous pouvez développer des smart contracts et ce que vous pouvez faire, parce que le langage qui est de base, qui est utilisé, a été pensé pour, vous pouvez faire de la preuve formelle. C'est-à-dire que vous pouvez prouver que le code de votre smart contract vérifie parfaitement son cahier des charges et ses spécifications. Typiquement, le contrat multisig de Tezos, multisignature de Tezos, est prouvé formellement. Donc, la ligne 1 et la ligne 14 du métro sont prouvées formellement aussi. Voilà. Donc c'est le même principe. Tout smart contract sur Tezos peut être prouvé formellement. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile à faire, mais ça veut dire que c'est possible. Et nous, chez Nomadic, on est là pour vous aider à le faire. Si vous voulez développer des projets sur Tezos, on peut se charger de faire de la preuve formelle pour vous aider. Tout ça gratuitement. Donc, un petit historique, le projet, l'idée est née en 2014. On a la levée de fonds en 2017 de plus de 230 millions de dollars. Et puis Nomadic Labs, l'entreprise pour laquelle je travaille, est créée en janvier 2018. Le lancement du mainnet a un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a eu déjà, comme je le disais précédemment, 4 amendements, 4 modifications du protocole Tezos, 4 évolutions du protocole sans hard fork. On y reviendra. Donc, j'insiste sur le fait qu'on a un algorithme de consensus qui est peu consommateur en énergie. Alors, c'est pas pour souligner la différence avec le proof of work, c'est pour en fait vous dire que quand vous voulez faire des deals ou des projets avec des institutions publiques ou des grands corporates en France, c'est très appréciable. Les départements compliance, généralement, ne veulent pas travailler avec des algorithmes, des blockchains basés sur des algorithmes proof of work, ou de moins en moins. Et nous, ça nous a quand même ouvert pas mal de portes. Donc ici, sur ce slide, on peut voir les différents forks qu'il y a eu sur Bitcoin. Alors qu'on soit vraiment bien clair,
L'idée, c'est pas de critiquer Bitcoin ou Ethereum. Je pense qu'au Tezos, on doit rester vraiment très humble. Et sans Bitcoin, il n'y aurait pas eu Tezos. L'idée, c'est pas de critiquer l'évolution d'un protocole par hard fork, qui évolue par hard fork. C'est une façon d'évoluer, c'est une forme de gouvernance. L'idée, c'est plus de dire qu'on amène une alternative à ce type d'évolution. C'est pas impossible qu'il y ait des hard forks sur Tezos, mais au moins sur Tezos, vous pouvez choisir de rester sur la chaîne qui a toujours reçu le plus grand nombre de votes. Donc on a une notion de chaîne canonique qui s'installe, et ça peut avoir en fait une valeur pour des institutions qui veulent développer un projet sur une blockchain publique. Je pense à des banques centrales, je pense à des banques commerciales qui vont déployer des smart contracts, parfois des nœuds, émettre des tokens, et puis qui vont plutôt chercher une certaine stabilité au niveau de la version du protocole dans le temps. Parce que si, par exemple, on a une banque Société Générale qui émet des security tokens et qui les vend à la BNP Paribas, et puis 2 mois après, il y a un hard fork sur la blockchain qui a été utilisé, bah, je pense qu'il peut y avoir des risques juridiques qui ne sont pas encore couverts. Alors que sur Tezos, il peut y avoir des hard forks, mais il y a au moins l'argument de dire ben, vous êtes resté sur la chaîne qui a reçu toujours le plus grand nombre de votes. Donc comment ça se passe en fait ce mécanisme d'automodification et de gouvernance on-chain? Tous les 3 mois, on a en fait la possibilité de faire des propositions pour faire évoluer le protocole. Donc ces tranches de 3 mois en fait sont découpées en 4 périodes. La première étant la période de proposition où n'importe quelle équipe dans le monde peut faire une proposition d'amendement du protocole, c'est-à-dire réduire par 2 la taille des blocs ou modifier l'algorithme de consensus ou gérer un petit peu les structures des smart contracts, etc. Donc, après cette période de proposition, on rentre dans une première phase de vote où, en fait, les détenteurs de jetons XTZ vont voter. Et si on atteint un quorum et une supermajorité, à ce moment-là, on rentre dans la période de test. Donc, dans la période de test, l'équipe qui a fait une proposition va tester pendant 3 semaines à peu près le protocole amendé sur un réseau de tests de Tezos. Donc, elle va étudier le comportement du protocole amendé, modifié, et à l'issue de cette période de test, elle va faire un rapport et dire bon ben voilà, tout s'est bien passé, ou on a détecté tel et tel bug. Et à la lumière de ce rapport, la communauté, donc les détenteurs de jetons XTZ, vont voter une nouvelle fois. Et si on atteint le quorum et la supermajorité, à ce moment-là, et c'est là que j'aimerais que vous sentiez un petit peu la beauté de Tezos, tous les nœuds du réseau seront mis à jour de manière automatique et simultanée. Et c'est comme ça qu'on passe de l'ancienne version du protocole à la nouvelle version du protocole. Donc au niveau des amendements qu'on a fait sur Tezos, en ce qui concerne le réglage, enfin tout ce qui est paramètres, on a eu un premier amendement on a eu un amendement en mai 2019 qui s'appelait Athènes, où on a doublé la limite de gaz. Babylone, en octobre 2019, on a encore retouché un peu au gaz. Carthage, on a augmenté la limite de gaz par opération et par bloc, et je crois qu'on a aussi réduit les coûts de gaz quand on appelle un smart contract. Non, c'était sur Delphes, pardon, c'était le 4e amendement. Voilà. Delphes, on a modifié par 4, on a divisé par 4, pardon, coût de stockage, mais aussi coût d'appel et de déploiement de smart contract et coût de transaction. Donc ça, pour les gens qui veulent faire des applications sur Tezos, c'était important. Le tout premier amendement qu'on a fait important, donc c'était Athènes. Et l'idée de cet amendement, c'était de tester le mécanisme de gouvernance on-chain. En ce sens que sur Tezos, vous avez donc les équivalents des mineurs qui sont les bakers. Donc baker, c'est boulanger, donc c'est un petit clin d'œil aux racines françaises du projet. Et pour être baker, comme c'est l'algorithme de consensus, c'est de type proof of stake, il fallait avoir, avant cet amendement, 10 000 jetons pour être sélectionné par le protocole pour produire un bloc, selon une loi binomiale. Donc assez simple. Et donc l'idée de l'amendement Athènes, c'est de dire bon ben voilà, réduisons la taille du rouleau, donc la taille, le nombre de jetons nécessaires pour être éligible à la production d'un bloc, et réduisons de 10 000 à 8 000 jetons. Donc vous comprenez que dans le protocole, qui est un ensemble de règles informatiques, il n'y a pas eu grand-chose à changer. Il y a juste une constante à changer. Au lieu de mettre 10 000, on a mis 8 000. Mais pour nous, c'était important de tester
que tout ce mécanisme dont je vous ai parlé précédemment fonctionnait bien sur un premier amendement. Donc voilà, ça c'était le premier amendement, Athènes, où on a réduit la taille pour devenir baker. Et ce qui est intéressant comme effet, c'est que on a eu une augmentation significative de nombre de bakers suite à cet amendement. Donc sur Tezos, vous pouvez regarder en temps réel le nombre de bakers qu'on a. Donc on en a actuellement 407. C'est quand même très décentralisé pour une chaîne de type Proof of Stake d'avoir autant d'acteurs différents qui valident et participent à la sécurité de la chaîne. Alors, ok, Carthage, bon, Carthage, c'est la façon, en fait, l'amendement Carthage, c'était la façon dont les bakers sont rémunérés par le protocole pour faire de la validation de blocs et vérifier les transactions qui sont incluses dans chaque bloc. Donc c'était un autre amendement. Et l'amendement dont j'aimerais vous parler, voilà, c'est Babylone, en octobre, où on a carrément modifié l'algorithme de consensus. Donc on l'a rendu plus robuste. Et ça, c'est fort quand même, parce que ça a donné quand même lieu à des hard forks, notamment sur d'autres chaînes. Nous, sur Tezos, on a réussi à modifier l'algorithme de consensus, le rendre plus robuste, faire évoluer le protocole sans qu'il y ait eu de hard fork. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord, et puis on va le vérifier ensemble ici. Si vous allez sur Tezos Agora, vous pouvez voir, par exemple, alors je crois que c'était la phase 19, voilà. Typiquement, sur Babylone, sur cet amendement où on a modifié l'algorithme de consensus, il y avait 15% des gens qui étaient contre et 85% qui étaient pour. Voilà. Et donc ces 15%-là, ils auraient très bien pu forquer. Ils auraient très bien pu dire, bah non, moi je suis désolé, je n'ai pas envie de rester avec vous, je suis contre cet amendement, je fais mon hard fork. Voilà, donc c'est possible. Mais vous, si vous avez déployé, vous avez le choix de rester quand même sur la chaîne qui a reçu le plus grand nombre de votes. Bon, pour la petite histoire, tout le monde est resté sur la chaîne. Hein. Personne n'a quitté Tezos et les 15% ont accepté le consensus par vote. Ok, alors. Donc, contrairement à Bitcoin, effectivement, nous, on a une fondation qui, pour simplifier, dont la fonction est de financer l'écosystème et son développement. Ouais, ça va pas plus loin que ça. On a un écosystème qui est assez présent un peu partout dans le monde, en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, on a Nomadic en France. Il y a plusieurs équipes. Il y a Nomadic, il y a Ligo. On travaille avec pas mal de partenaires aussi. La fondation qui est basée en Suisse. On a pas mal d'équipes aux États-Unis, en Amérique latine. Et cette fondation, elle, le point qui est important, je pense, c'est de retenir le fait qu'elle est auditée. C'est une des seules, je pense, c'est la seule fondation d'une blockchain de taille importante qui est auditée. Et pour faire des deals avec certaines banques françaises, je peux vous dire que c'était important de pouvoir fournir les rapports d'audit pour qualifier Tezos par les départements compliance. Donc la mission de la fondation, c'est de soutenir et financer l'écosystème pour qu'il puisse se développer. Donc elle finance de la R&D. Donc effectivement, on a un contrat cadre avec l'INRIA pour financer de la recherche fondamentale qui pourrait aider au développement du protocole Tezos. Mais elle finance aussi des outils open source. Donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs en France pour développer des briques open source, des prototypes, des briques qui puissent être réutilisées par l'écosystème. Et parfois, ça peut lui arriver de moins en moins de prendre de l'equity dans certains projets pour derrière supporter et le développement de Tezos. Mais elle finance aussi des entités, dont Nomadic Labs. Donc nous, on est un peu particulier. Donc on est une boîte française donc de recherche et développement. Alors qu'on est 50 aujourd'hui, créé en 2018. La moitié de nos employés sont docteurs. Donc on fait beaucoup de R&D ici. Plus de la moitié, 32. Et on a en fait 3 départements. Un principal qui est de recherche et développement exclusivement sur le protocole Tezos. Un département de support technique qu'on apporte gratuitement
voilà, j'insiste là-dessus, c'est qu'on aide gratuitement tous les. On n'a pas une approche, et je vous l'expliquerai un peu plus en détail après. On n'a pas une approche profit. On cherche vraiment à pousser l'adoption de notre protocole. Et donc, on apporte gratuitement du support technique, du support marketing, du conseil, pour que d'autres acteurs puissent développer leurs projets sur Tezos. Alors, je vais passer au use case français plutôt. Voilà, et puis si on a un peu de temps, il reste 20 minutes, on, on, on passe sur les use cases internationaux, mais je pense que c'est plus important de parler des use cases français. Donc on a, alors on est sous accord de secret sur ce projet, donc je peux vous donner les informations qui sont publiques, qui sont les suivantes. On travaille avec Société Générale Forge, dans le cadre de l'appel expérimentation de la Banque de France. Donc, c'est un des 8 projets qui ont été retenus. Et on est une des technologies utilisées par Société Générale Forge pour ce projet d'euro digital de la Banque de France, qui est un projet de type wholesale. Voilà, ça c'est un bon, comment dire, ça montre quand même qu'on a atteint un certain niveau de maturité technologique pour être utilisé par de tels acteurs sur des projets aussi importants et aussi souverain. Je pense qu'il n'y a rien de plus souverain que la monnaie. Donc, voilà. On a un deuxième projet qui a été annoncé il y a 2-3 semaines avec la Caisse des dépôts, BNP et Crédit Agricole CIB sur le lancement d'un settlement coin. Donc, je pense que c'est un peu la même idée que le projet Banque de France. Je pense que l'idée de ce projet Caisse des dépôts, donc on sait qu'on est une des 2 technos qui sera utilisée pour ce projet-là. L'idée, je pense, de ce projet, c'est de faire des paiements, enfin, d'étudier les mécanismes de delivery versus payment, donc livraison contre paiement, d'actifs financiers tokenisés, donc probablement entre BNP, CACIB et Caisse des dépôts, avec collatéralisation d'un euro digital sur un compte séquestre en euros. Voilà, donc ça aussi, c'est public. Encore une fois, ça montre qu'on a une assez bonne techno. Je ne pense pas qu'on ait la meilleure. Je pense qu'on a des atouts et des défauts, mais on a atteint un certain niveau de maturité pour être utilisé par ces acteurs-là. Peut-être l'avez-vous vu passer, je crois que c'était pas vendredi dernier, c'était celui d'avant. Donc BNP Paribas, avec une entreprise française qui s'appelle Logical Pictures, s'est lancé sur la tokenisation d'un fonds d'investissement de type alternatif. Donc c'est un projet qui est passé par les mains de l'AMF et qui sera déployé. Donc le projet est prêt et la tokenisation, la STO Security Token Offering va être lancée si ce n'est pas déjà fait. Et tout est fait sur la blockchain publique Tezos. Donc il y a une plateforme de tokenisation qui a été créée pour tokeniser des parts de fonds et les représenter sous forme de C token. Donc le projet avec Logical Pictures, qui est une entreprise française, c'est la création de ce fonds qui s'appelle 21 Content Ventures. Et l'objectif, c'est d'investir dans l'industrie du cinéma. Donc pourquoi l'industrie du cinéma? Parce que c'est une industrie qui propose de bons rendements et qui est assez décorrélée des marchés financiers classiques. EquiSafe, c'est une entreprise française qui a développé une plateforme de tokenisation sur Tezos. On est assez fiers du travail qu'ils ont fait parce qu'ils ont déjà tokenisé eux vraiment sur le marché immobilier un peu moins de 100 millions d'euros qui sont représentés sous forme security token sur la blockchain publique Tezos. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous avez un bien immobilier, c'est une ESA, une SAS, dans son patrimoine elle a un bien immobilier et ce qu'on va faire, on va représenter les parts de cette entreprise, de cette SAS par exemple, sous forme de security token. Et donc si vous avez un security token, vous avez une part du patrimoine, vous avez une part du bien immobilier. Monetrack, c'est aussi une entreprise française qui a décidé d'utiliser Tezos et ils ont été pionniers pour faire du paiement dirigé. Donc le paiement dirigé, c'est quoi? C'est par exemple, vous cassez votre voiture, vous avez un accident et votre assureur va vous rembourser. Donc ce que vous voulez, ce dont votre assureur veut être sûr, c'est que l'argent qu'il vous envoie, il ne sera utilisé que pour payer des réparations et pas pour acheter un frigo ou une télé. Donc ça, voilà, c'est cette notion de paiement dirigé. Et Monetrack développe une solution qui permet de faire du paiement dirigé. Donc il y a pas mal d'applications dans l'assurance. Je pense qu'il y a aussi
des applications dans tout ce qui est remboursement de frais de santé. On a eu la gendarmerie nationale l'an dernier qui avait, donc comme je vous le disais, on forme les gens gratuitement sur Tezos. Alors c'est un peu compliqué en ce moment avec la période. On essaie de trouver des solutions, mais on organisait 3 à 4 workshops de 3 jours généralement, où on invitait qui voulait venir pour monter en compétence sur Tezos. Et la gendarmerie nationale, et après cette formation, ils ont décidé de lancer un petit projet de comptabilité qui utilise la blockchain Tezos. On a Global POS, qui est une boîte française spécialisée dans des infrastructures de paiement, qui a développé un projet qui s'appelle Easy Wallet. Donc, je vais être assez schématique. Vous téléchargez un wallet sur votre téléphone portable, sur lequel vous pouvez déposer vos Tezos, et vous allez générer un QR code. Et dans les magasins partenaires, donc il y a tout un travail d'évangélisation à faire, mais dans les magasins partenaires, vous scannez votre QR code et vous pouvez payer en Tezos le marchand, le magasin. Donc lui, il va être payé en euros parce qu'il ne veut pas être exposé à la volatilité du Tezos. Et en intermédiaire, il y a des exchanges et des acteurs régulés en France qui feront la conversion euro-Tezos. Et pour terminer, donc j'aimerais venir souligner le fait qu'on a de plus en plus d'acteurs français, donc des entreprises de plus en plus importantes qui passent Baker, c'est-à-dire qui deviennent producteurs de blocs sur Tezos. Ça, c'est intéressant parce qu'on est en train d'homogénéiser, alors on est encore au début, mais l'écosystème des validateurs de blocs sur Tezos. Et je pense que c'est important d'avoir de plus en plus de corporates, j'espère rapidement des universités et aussi des institutions publiques. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui soient capables de setuper un nœud et maintenir une bakery. Mais donc on a par exemple Sword, qui est une boîte de 2000 personnes, qui est listée sur une des versions d'Euronext et qui est baker depuis 2-3 mois, je pense. Et qui participe, donc qui vote aussi lors des différentes propositions d'amendement et qui participe à la sécurité du réseau. On a aussi EDF qui a rejoint le réseau des bakers il y a 1 mois, je pense, et qui a compris en fait un enjeu important. Alors, vous avez pu voir qu'on travaille avec certaines banques françaises. Imaginons qu'on ait Société Générale qui émette un titre financier, une obligation sous forme de security token, et elle envoie son security token parce qu'elle s'est mise d'accord avec la BNP Paribas, elle fait un trade, et donc elle envoie son security token sur la blockchain publique Tezos. Donc la Société Générale va payer un transaction fee au baker qui va inclure sa transaction dans le bloc qu'il produit. Si ce baker est en Iran, ou en Corée du Nord, ou au Venezuela, ou dans un pays qui est blacklisté, ça peut être problématique. Donc, ça, EDF l'a compris. Et ils se sont dit, ce qui est bien sur Tezos, c'est que 15 jours à l'avance, à peu près, on peut savoir exactement les blocs qu'on produit. On peut le voir ici. On va voir les bakers. Allez, je prends un baker au hasard. Tezos vote. Et ici, voilà. Ici, vous pouvez voir les blocs que le baker va produire. Donc lui, il sait qu'il va, produire un bloc, il va en baker un dans 4 heures. Ok. Et donc, ce que EDF veut viser comme, alors même si on est encore au début, mais ce que EDF veut viser comme marché potentiel, c'est la possibilité de vendre des transactions futures à des institutions qui veulent faire passer leurs transactions dans des blocs produits par un baker qu'elles ont qualifiés ou qu'elles connaissent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'entités, d'institutions établies en France et dans d'autres pays. En Suisse aussi, c'est le cas. Au Japon, il y a certaines banques qui veulent passer baker aussi, pour participer non seulement à l'évolution du protocole. Moi, je trouve ça très bien parce que ça amène une autre vision que les particuliers ou les différents fonds qui ont investi dans la levée de fonds ou qui ont acheté des tokens sur les marchés. Là, on a aussi des institutions qui vont voter et participer à l'évolution du protocole Tezos et qui ont compris que si un marché se développe, et j'espère que ça sera le cas dans les prochains mois, elles pourront travailler avec les institutions financières qui ont besoin de faire passer
leurs transactions dans des blocs produits par des bakers qu'elles connaissent. Il reste 10 minutes. Je vous propose de passer rapidement sur quelques cas d'usage intéressants. Encore dans la finance, vous l'avez vu, on est pas mal présent dans la finance. On a BTG Pactual, qui est une banque brésilienne, qui a tokenisé un portefeuille d'1 milliard d'obligations sur la blockchain publique Tezos. On a un petit bug. On a aussi Allianz, donc, qui est un projet de tokenisation d'un hôtel de luxe à Manchester. Il y a une première... ah non, je ne peux pas en parler de ça, c'est confidentiel. Donc, on a la STO qui va bientôt démarrer. Donc ça, c'est une tokenisation de type immobilier. Hein. Comme ce qu'a fait Equisave, je vais tokeniser des parts de l'entreprise qui possède le bien immobilier dans son patrimoine, et avec Secure Token, j'ai une part, donc un droit de propriété partiel sur le bien, et aussi j'ai le droit, ça dépend comment est codé le smart contract, mais à une part des revenus générés par le bien. C'est un registre, c'est la même chose, c'est aux États-Unis, ils ont utilisé Tezos pour tokeniser 19% d'un hôtel de luxe. C'est une boîte qui s'appelle Elevated Returns. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on n'a pas en Europe, sur tous ces aspects, tous ces projets de security token, on n'a pas de marché secondaire régulé, avec carnet d'ordre qui permettent de faire du trading de security token. Et T0, qui est une solution alors, qui n'est pas du tout présente en Europe, propose, et vous pouvez vérifier sur leur site, l'achat-vente de ces security tokens sur un marché secondaire avec un carnet d'ordre. Elevated Returns, j'en parlais, ils tokenisent aussi pas mal de biens en Thaïlande, et ils ouvrent cette année un échange secondaire régulé avec carnet d'ordre qu'ils ont développé conjointement avec le régulateur, l'équivalent de l'AMF en Thaïlande. Voilà, donc Elevated Returns, ils voient assez gros, c'est-à-dire qu'ils veulent construire le marché secondaire régulé et ensuite tokeniser le plus possible de biens et d'avoir un marché où c'est possible d'échanger ces security tokens-là. Donc tout ça, ça se passe en Thaïlande. Et puis pour terminer, je vous propose de prendre quelques questions si vous en avez. Merci Adrien. Donc, y a-t-il des questions? Vous pouvez les poser sur le chat ou... Oui, alors j'ai une première question. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé. Ma première question, c'est puisqu'on peut prouver formellement les programmes mis sur Tezos, donc comme l'a bien dit Cyril avant, cela implique que les programmes ne sont pas Turing complets. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de programme comme ça qui ne pourrait pas être réalisé sur Tezos? Bon, je vais me renseigner. Je ne sais pas vous répondre tout de suite. Parce que je sais qu'il y en a forcément puisqu'on peut prouver. Et on sait que le problème de l'arrêt, par exemple, est indécidable. Donc ça veut dire qu'il y a des programmes et que Tezos n'utilise pas un langage de programmation complet. Donc c'est un sous-langage. Ouais. Et donc, je vais avoir un exemple, par exemple, de programme qu'on ne peut pas réaliser comme ça. Bah, je me renseignerai avec l'équipe. C'est pas Turing complet, hein, ce qu'on utilise. C'est Bien sûr. Kelson, qui est un langage à pile. Donc rassurez-vous, on a des langages de plus haut niveau qui ressemblent à Python, par exemple, qui compilent sur Michelson et qui permettent après de faire formel. Mais je note votre question et je vais demander à nos équipes de preuve formelle et on vous fera un retour. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, Oui. je sais que c'est un peu surprenant de se dire on a une blockchain qui arrive à évoluer, qui a un mécanisme de gouvernance on-chain, qui fait de la preuve formelle. On a un déficit en fait de visibilité, je pense, qu'on essaye de rattraper, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Bah, moi, j'ai une question dans ce cas-là beaucoup plus fondamentale, en fait. Ma question, c'est, en fait, Tezos, il apporte de la confiance avec des algorithmes de preuve formelle. Ouais. L'essence du projet, on peut la qualifier comme ça. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que vous avez un développement commercial, enfin pas commercial, mais on s'est compris, qui est plutôt fondé sur des institutions.
Ouais, oui, oui, dites-moi, pardon. Ma question, du coup, c'est un petit peu, j'ai toujours eu du mal un petit peu à concevoir les avantages d'une blockchain publique pour des institutions qui sont déjà, qui reposent déjà sur un cadre légal pour s'assurer qu'il n'y aura pas de défaut de contrat, par exemple. Donc, en fait, j'ai l'impression que les deux, pour moi, ils sont un petit peu ontologiquement incompatibles dans l'esprit, et j'arrive pas à comprendre, en fait, par exemple, typiquement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'aussi complexe, même si ça marche très bien, c'est pas du tout une critique, mais Tezos, c'est quand même une technologie assez complexe, et en soi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose, mais de manière centralisée? Alors, le premier point, c'est que euh, on n'est pas fermé à l'utilisation de Tezos d'ailleurs, on ne peut pas le contrôler, hein. C'est une technologie que tout le monde peut s'approprier. Donc, Bah, c'est un peu inquiétant d'ailleurs à ce propos parce que j'ai l'impression que presque la réponse, et je ne voudrais pas vous enlever les mots de la bouche, mais j'ai l'impression que presque la réponse, une réponse possible à ma question, ce serait que dans un sens, Tezos, c'est un peu, s'il y a quelque chose qui se passe mal, personne ne sera vraiment responsable parce que ce sera tous les utilisateurs du réseau qui auront fait le protocole. Et la différence avec une solution justement centralisée où il y aurait vraiment un développeur qui serait responsable de ça et une boîte qui devrait payer des dommages et intérêts, c'est qu'elle n'existe pas. ah ben bien sûr, Je vous laisse finir. c'est le cas de toutes les blockchains, hein, Mhm. et bien évidemment. Après, le problème d'utiliser des solutions qui sont centralisées, c'est que vous avez une surface d'attaque qui est plus importante. Et aussi, vous éliminez quand même le tiers de confiance quand vous utilisez une blockchain. C'est tout le principe. J'aimerais revenir sur le fait on est quand même visiblement très utilisé par les institutions financières et corporate. On n'a rien contre le fait, et on ne l'empêche pas qu'il y ait, et il y a des gens qui le font, qu'il y ait des particuliers ou des projets retail ou des retail qui utilisent notre technologie. Ce qu'il y a, c'est que le fait qu'on soit en proof of stake et qu'on ait ce mécanisme de gouvernance on-chain, ça plaît, disons que ça rassure. La preuve formelle, moins à la limite, parce que c'est pas encore très très bien compris largement, mais ça plaît aux ces institutions financières ou aux corporates, et c'est pour ça qu'ils utilisent Tezos. Mais j'insiste vraiment là-dessus, il y a des projets de DeFi qui se lancent aussi sur Tezos, il y a des projets qui ne sont pas du tout corporate. Voilà. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Oui, ouais, c'est public, hein, Tezos, hein, tout le monde peut l'utiliser. Nous, c'est vrai qu'on pousse, alors on aide, mais on aide aussi les startups, mais c'est vrai qu'on aide ces grands comptes parce que ils sont prêts à investir du temps, de l'argent. Encore une fois, hein, j'insiste sur le fait qu'on le fait gratuitement. On ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. Mais donc, quand dans des départements innovation, on veut, je vais prendre l'exemple d'une banque, par exemple. Pourquoi une banque elle veut émettre de plus en plus des titres financiers sous forme de security token et utiliser la blockchain? Parce que quand il y a une émission de titres ou quand il faut faire de la réconciliation, dans le back-office, les gens ils se trompent, quoi. Ça prend du temps. Vous remplacez toute cette structure qui est lourde et qui devient archaïque par des smart contracts. Si c'est bien codé, vous éliminez donc le tiers de confiance, vous optimisez le processus, vous minimisez les coûts, et vous avez une meilleure traçabilité et visibilité. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser une blockchain pour des cas d'application dans la finance. Et donc, donc voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand il y a un projet de tokenisation d'actifs, il faut mettre des moyens. Et quand il y a un projet blockchain, il faut mettre des moyens. Et ce qu'on nous on observe, c'est que les grands comptes sont prêts à le faire, et plus particulièrement dans le milieu de la finance. Donc c'est pour ça qu'on aide les gens qui sont prêts à travailler sur ce type de problématique et voilà, mais on n'est pas fermé du tout à d'autres projets. Adrien, on a deux questions sur le chat. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais. Alors, comment éviter la spéculation sur le cours du Tezos? On peut pas l'éviter, c'est pas possible, non. Non, c'est comme toutes les autres crypto-monnaies, c'est le cours du Tez et donc du gaz, puisqu'on paye le gaz en Tez sur Tezos.
On ne peut pas éviter ça, non. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a fait sur le dernier amendement, DELF, on a divisé par 4 les coûts de gaz pour faire une transaction ou appeler un smart contract ou déployer un smart contract. Peut-on parler de compétition de standards? Si oui, une blockchain aurait-elle la capacité de devenir monopolistique? Quid de l'interopérabilité des blockchains? Grande question. Bon, la technologie blockchain, ça reste jeune encore. Et Tezos, et on l'a vu quand il y a des projets d'institutions financières, elles utilisent Ethereum, mais elles utilisent aussi Tezos. Donc, ces institutions financières, elles doivent se laisser le choix de pouvoir utiliser plusieurs protocoles parce qu'on ne sait pas comment un protocole va évoluer. Je pense que dans 5 ans, c'est difficile de dire si telle ou telle blockchain sera toujours opérationnelle. Donc, aujourd'hui, je pense qu'une blockchain pourra devenir monopolistique déjà si elle a cette capacité à évoluer, mais je pense aussi que ça dépend beaucoup du nombre d'utilisateurs. Et on l'a vu avec Windows et Linux. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire, plus vous avez d'utilisateurs, plus ça va pousser la suprématie de telle ou telle technologie. Au niveau de l'interopérabilité des blockchains, il y a des choses qui commencent à se faire avec des wrappers qui permettent de représenter certains actifs d'une blockchain sur une autre blockchain. C'est le cas sur Tezos, vous pouvez représenter par exemple du Bitcoin ou bientôt de l'Ether. Sur Ethereum, vous pouvez représenter d'autres actifs. Je ne pense pas qu'il y ait du Tezos qui soit représenté sur Bitcoin, mais par exemple sur Binance Smart Chain, il y a du Tezos qui est représenté. Pour le moment, je ne vois pas plus que ça entre les différents blockchains. Que pensez-vous du Proof of History? Je vous avoue que je ne connais pas du tout. A-t-on plus de prévisibilité avec le processus de gouvernance choisi par Tezos par rapport à Ethereum? Alors, de prévisibilité, j'ai envie de dire non, parce que tout le monde peut proposer un amendement et voilà, et personne ne peut l'empêcher. Après, c'est voté. Vous avez une prévisibilité sur 3 mois, ça c'est sûr. Mais dans 3 mois, je sais, moi j'ai des idées parce que par exemple, je sais qu'on va pousser un amendement qui permettra de faire des transactions de manière confidentielle sur Tezos. En utilisant la technologie de Zero Knowledge Proof. On a repris le travail qui est fait par Zcash, avec qui on travaille. Donc, c'est quelque chose qui, si c'est voté, sera opérationnel en février, je pense, février-mars 2021, qui permettra de faire des transactions confidentielles sur une blockchain publique. Ça intéresse beaucoup les acteurs financiers d'ailleurs. Donc, vous avez cette visibilité sur 3 mois. Mais dans les 3 prochains mois, après ça, je ne sais pas trop vous dire quelle est la proposition qui va être acceptée pour le prochain amendement, parce qu'il peut très bien qu'il y ait une équipe, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, qui pousse une proposition pour l'amendement. Et pour Ethereum, je vous avoue, je ne sais pas trop, non.